C'est pas un truc qu'on choisit et où on se dit vraiment c'est dans tes mains et t'as qu'à te dire que ça va mieux et puis ça ira mieux, c'est pas comme ça. Il y a un truc qu'on peut se dire quand même, ça va passer. Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Cavane et aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Isabelle Carré. Romancière et comédienne engagée, tu te bats au quotidien pour alerter sur les enjeux de la santé mentale des jeunes. Et adolescente, tu as traversé une dépression avant de faire une tentative de suicide et d'être internée en hôpital psychiatrique. Une histoire que tu as racontée dans ton livre Les Rêveurs, aujourd'hui adaptée au cinéma. Salut Isabelle et merci d'être là. Merci de me donner la parole. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et j'ai une première question qui est comment tu vas et si tu étais une émotion, laquelle tu serais? Waouh! Oh, je dirais l'impatience. L'impatience de la sortie, le 12 novembre, de ce film qui me tient tellement à cœur. Vous l'aurez compris, c'est pas un ego trip, ce film. C'est vraiment l'idée de communiquer un message d'espoir à beaucoup de jeunes. Moi, en fait, j'avais pas du tout dans l'idée d'en faire un film au départ. Et c'est en voyant le confinement, en voyant ces chiffres augmenter sur les hospitalisations des jeunes et surtout des jeunes filles, que je me suis dit que ça pourrait avoir du sens de mettre en perspective mon expérience avec ce que vivent trop de jeunes filles aujourd'hui. Et je voulais montrer qu'il y a des solutions, et notamment l'art-thérapie. Voilà. Et est-ce que tu peux te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je m'appelle Isabelle Carré, je suis comédienne, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, mon premier film. Je joue beaucoup de théâtre, je dois dire que si je devais choisir entre tout, je garderais le théâtre, mais j'ai quand même écrit 3 livres. J'ai fait une mise en scène de théâtre, une seule, et puis un premier film qui va sortir là, qui s'appelle Les Rêveurs, voilà. Et justement, on te connaît surtout en comédienne aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? C'est ce que je raconte dans le film. J'étais dans un service donc à Necker, après une tentative de suicide où j'avais avalé beaucoup de médicaments. À cette époque-là, on ne te posait pas la question de comment tu penses ce passage à l'acte, comment tu le vois, ce que tu as ressenti, etc. Et moi, à mon époque, on m'a rien dit. Voilà, je dis du coup pas hospitalisé, mais interné, et en isolement. Et il se trouve que j'avais un camarade qui avait une petite télé. À l'époque, nous, on n'avait pas des télés dans les chambres, bien sûr. Mais lui, il avait une toute petite télé prêtée par son père. Et là, j'ai vu Romy Schneider dans un film. Bon, j'avais déjà vu les Sissi, c'est des films en crénoline, tout ça. Mais là, ça m'a vraiment intéressée parce que elle avait une émotion incroyable. Ce qui la caractérise d'ailleurs. Après, j'ai vu plein d'autres films où elle a une émotion magnifique. Mais là, elle avait une émotion tellement belle. Et je me suis dit, mais moi qui suis hyper émotive et qui trouve toujours ça gênant, là, je voyais une femme qui avait une si belle émotion. Et en plus, pendant ce film, il y a eu un message, je l'ai entendu comme ça, moi. Victor Lanoux, son partenaire, au milieu d'un discours politique, a dit « Préférez les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort ». Et alors, dans ma tête, j'ai fait un espèce de combo entre la beauté de cette émotion, le fait de préférer les risques de la vie et de ne pas avoir envie de mourir. Et j'ai écrit dans mon cahier cette phrase « Vivre, et m'inscrire dans un cours de théâtre ». Et je me suis inscrite dans un cours de théâtre et c'est exactement ce que j'ai ressenti en arrivant. Ouf, un énorme ouf. Tout à coup, cette émotion, elle avait une place, quoi. C'était pas oh, t'es pénible, t'es gênant, t'arrêtes de chialer. Non, là, c'était c'est magnifique cette scène avec l'émotion que tu y as mis. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut être vraiment quelque chose de beau. Et pour le théâtre, c'est un peu injuste par rapport à la vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, si tu pleures dans ton bureau, on va dire, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Et au théâtre, si tu pleures, on va trouver ça beau. Mais peut-être aussi, c'est parce que ça permet aux gens dans la salle de, aussi eux, dans le noir, de pleurer, de se purger. Le mot est pas très joli, mais de s'identifier. Et on a besoin d'en faire quelque chose de nos émotions. On peut pas les garder en nous comme ça tout le temps. Avant la notoriété, avant les rôles, il y a eu une enfance, une adolescence et comme on le disait, des émotions qui se sont parfois peut-être accumulées en silence et que tu racontes dans ton film. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance et de ta famille ? J'ai beaucoup de mal à parler d'eux, j'en ai un peu parlé à travers le livre, mais j'ai bien mis sur la couverture roman, parce que
contrairement à un livre dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il a eu un grand succès, Mon vrai nom est Elisabeth, qui parle d'une enquête, une vraie enquête que l'autrice a menée par rapport à sa famille, et notamment une grand-mère qui était schizophrène. Il est magnifique ce livre, hein, je vous encourage à le lire. Elle a voulu mener une enquête. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ma subjectivité, et que ça soit d'ailleurs dans le livre comme dans le film, je voulais pas être dans, la réalité brute. Je pensais à cette phrase de Shakespeare, qui est un auteur que j'ai joué. J'ai joué dans Othello, Desdémone. Et Shakespeare, il dit « Les souvenirs qu'on invente sont les plus beaux ». Et du coup, j'ai inventé beaucoup de choses et j'ai laissé un peu ma subjectivité. Tiens, est-ce que quand j'étais petite, j'ai entendu ce machin-là ou je l'ai inventé? Peu importe, je le note. J'en fais mon histoire. Oui, il faut se rappeler ce que c'était dans les années 70. C'est pas comme aujourd'hui où l'enfant était au centre. Nous, les enfants, on était un petit peu en périphérie. Et il fallait suivre. Et moi, j'étais élevée par 2 parents qui se cherchaient beaucoup. Ma mère était en rupture par rapport à son milieu. Elle venait d'un milieu aristocratique vendéen. Mon père, lui, était en rupture d'une autre manière avec son milieu aussi, qui était l'opposé, un milieu modeste de cheminots, garde-barrière. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient garde-barrière, couturières, voilà. Et lui, en fait, il était homosexuel, mais seulement il a commencé à le comprendre à un moment ou à une époque où on appelle ça la génération des invisibles, où c'était pas possible pour lui, en fait, de le vivre. Voilà, donc l'enfant pour répondre à ta question plus précisément, j'ai été l'enfant de gens qui essayaient de trouver cette vérité-là pour eux-mêmes. Et c'est aussi, alors évidemment, ça occasionne une grande part de solitude. Ça, on va pas se mentir, quand j'étais enfant, j'ai ressenti beaucoup cette solitude. Mais c'est aussi courageux, et c'est aussi un exemple de vivre avec des gens qui se laissent pas être comme des bouchons sur l'eau et qui ont envie aussi d'affirmer ce qu'ils sont et la vie qu'ils veulent mener. Et tu as parlé de solitude au sein de ta famille. Est-ce que tu avais aussi la sensation d'être différente ou en décalage avec les autres enfants de ton âge? Ah oui. Ah bah complètement. Je me sentais, je peux pas dire à côté de mes pompes, mais oui, complètement en décalage. Pas adapté, en fait. Pas adapté à la société comme elle est, pas adapté à l'école. Je faisais semblant d'être une très bonne élève, je souriais beaucoup. D'ailleurs, j'ai continué à sourire beaucoup pendant des années. C'était un peu la façon que j'avais trouvée pour ne pas être trop approchée, pour ne pas qu'on me pose des questions. C'est très nouveau qu'on puisse parler de son mal-être. Donc, je souriais. Et du coup, à quel moment tu as commencé à sentir qu'à l'intérieur de toi, ça a commencé quand même à se fissurer et que ton mal-être devenait vraiment très très profond? Ben, c'est quand j'ai plus la danse. Parce qu'au début, je voulais être danseuse. Et quand j'avais 12-13 ans, je faisais beaucoup de danse. Je m'y voyais, quoi, sur scène, en train de faire le lac des cygnes et tout. Je voulais faire la danse classique. C'était vraiment... Je m'y voyais, je me projetais. Et puis, sans doute aussi que le fait que ça soit si difficile, qu'il y ait besoin de tant de travail, ça me détournait des questions et des angoisses que je pouvais avoir et des fragilités que j'avais. J'ai mis toute mon énergie dans le fait, tiens, je vais y arriver, je vais être danseuse, je vais y arriver. Et non, j'étais j'étais au dernier rang, la prof me disait que mes bras ressemblaient à des ailes de poulet. Aujourd'hui, on dirait que c'est du harcèlement, mais moi, je savais pas. Je crois que c'était normal. Je pleurais à chaque fin de cours, dans le vestiaire, ou si j'arrivais à me retenir dans le bus en rentrant chez moi. Et puis, à un moment, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bon, j'y arriverai pas, en fait. Et je me souviens très, 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 très bien de cette décision de arrêter les cours et de retourner à l'école, parce que j'avais lâché l'école pour être à mi-temps. Et ce moment, j'étais assise par terre dans le couloir de chez moi et je me suis dit, bon, là, tout s'écroule.
Et ça, je l'ai pas raconté dans le film parce que c'était un peu... Mais ça, c'est important de le dire, c'est jamais une chose, en fait, qui fait qu'il y a un passage à l'acte. C'est toujours un faisceau de raisons. Et même, j'ai envie de dire plus globalement, enfin, moi, je comprends très bien l'éco-anxiété des jeunes, cette société qui est déjà illisible pour nous. Que dire pour des adolescents? Ça peut être aussi, c'est pas forcément des raisons hyper concrètes, genre c'est arrivé là, il y a eu ça. Non, ça peut être aussi un climat familial et un climat social. Et c'est pour ça que c'est important pour moi que ce film puisse non seulement parler aux adolescents, mais aussi à la société plus globalement, pour que on se pose quand même cette question. Pourquoi ça monte comme ça? Pourquoi il y a une telle désespérance des jeunes? Pourquoi ça concerne surtout les jeunes filles? Enfin voilà, c'est une question qu'on doit, dont on doit vraiment, qu'on doit regarder en face, quoi. Comment tu te sentais à cette période-là? Est-ce que tu te sentais encore plus seule que tu n'étais au départ par ta sensibilité? Est-ce que cette période-là, tu te sentais vraiment dans une bulle toute seule avec personne qui te comprend autour? Ouais, je me sentais dans une bulle et il y avait un truc qui m'aidait déjà beaucoup, c'était les films du mardi soir à l'époque et du dimanche soir. Il y avait ça, c'était vraiment quelque chose qui m'aidait déjà. Mais je me souviens par exemple pourquoi j'avais tant insisté par rapport à la danse, alors que j'y arrivais pas, en fait, j'avais pas le coup de pied, j'avais pas l'endehors, j'avais pas ce déterminisme physique, en fait. T'as l'air de comprendre de quoi je parle, toi aussi tu veux en faire? Parce que je pense que ça peut arriver qu'en fait on a un rêve et puis finalement il est un peu brisé parce qu'en fait on n'a pas les aptitudes ou ce petit don qui fait que... En fait, on pense que c'est notre voie, mais c'est pas celle-là. Oui, et c'est intéressant de parler de ça parce que parfois tu t'acharnes dans la même voie, et c'est comme si tu te prenais la porte dans la figure tous les jours. Et en fait, il faut juste faire un petit pas de côté. Et voilà, et c'était l'aiguillage d'à côté qui a marché pour moi, le théâtre. Je me rappelle que ce moment où je voulais être danseuse, ou la première fois que j'étais sur scène, c'était rien de très reluisant, un spectacle de fin d'année avec les parents et tout. Mais moi, je volais, quoi. Je planais, j'adorais ça. Et quand j'ai renoncé à la danse, c'était je serai jamais sur scène. Jamais. En fait, si. Il fallait juste trouver le bon aiguillage, encore une fois. Et ça, je veux le dire aux jeunes qui écoutent, parce que c'est vrai que moi, j'y crois beaucoup à ça, que c'est pas juste quand tes parents te disent il faut faire de la peinture, du piano, là, c'est une chance énorme, et c'est pas juste une activité du mercredi et du samedi. C'est une façon de mettre tes angoisses, tes émotions, de te purger. Encore une fois, le mot est pas très joli. Et peu importe qu'on en fasse son métier ou pas, ou du sport, mais on a besoin d'exutoires comme celui-là aujourd'hui, parce que sinon c'est vraiment compliqué. Et ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la fiction aussi, les films, la fiction, ça représentait ça. Une façon de m'échapper de la brutalité du réel et de me dire, ouais, il y a d'autres mondes. On peut voyager ailleurs, on peut se projeter dans d'autres vies. Et quand je suis devenue comédienne, c'était vraiment ça, m'exercer à d'autres vies pour plus avoir peur de la mienne. Et justement, à cette période, quand ça allait pas très bien, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Ne t'inquiète pas, ça passe. Ça ne dure pas et... Ça passe, t'as l'impression que c'est un espèce de blocos, quoi, qui t'est tombé dessus. Et tu sens le vide en toi, tu sens que tout est vide, que c'est... À quoi bon, hein? Tu deviens un aquaboniste, tu te dis ça n'a vraiment pas de... Rien n'a d'intérêt, et même une espèce de sentiment de déréalisation autour. Comme si, voilà, on est dans cette pièce, mais est-ce qu'on est vraiment là? Enfin, c'est flou, c'est gris, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de saveur, pas d'odeur, c'est sans sel, c'est... On se dissocie des fois un peu de son corps, même. Exactement. On est là sans être là, on est à côté de soi, et... L'écriture, moi, ça m'a vraiment donné ce sentiment-là, de mettre le calque au bon endroit sur le dessin, quoi, d'être à nouveau aligné. C'est un peu con comme phrase d'être aligné, que ça veut dire. Mais non, c'est ça, en fait, c'est de trouver de faire entendre ma voix. Le théâtre, déjà, m'avait fait beaucoup de bien, hein, ça, c'est sûr, il m'a sauvé la vie, carrément. Hein. C'est pas des mots. Mais d'écrire aussi, c'est encore un autre cap. C'est... Ok, j'ai été au service des mots des autres, et j'adore toujours le faire, hein, et des univers des autres. Mais à un moment, c'est chouette de faire aussi entendre sa voix.
Et tu donnes une partie de toi, finalement, quand tu écris, tu laisses une petite partie de toi. C'est un autre partage. C'est un partage plus intime, effectivement. Il y a une journaliste qui m'a dit, on dirait que le livre, vous l'avez écrit pour l'adolescente que vous étiez. Et c'est vrai parce que je l'avais écrit sans penser à le publier. Je l'avais juste écrit pour moi au départ. Et le film, je l'ai vraiment pensé pour les autres jeunes filles. Pour aider les autres. Finalement. Ouais, pas pour moi, mais pour transmettre quelque chose. Peut-être c'est aussi l'âge, quoi. Moi, j'ai 54 ans. À un moment donné, tu as envie de transmettre un truc, quoi. Tu te dis... Surtout quand tu vois la façon dont... Ouais, je trouve que même si je parlais des années 70 où les enfants n'étaient pas au centre, maintenant les enfants et les adolescents, ils sont au centre. Mais pour autant, est-ce qu'on les écoute vraiment ? J'ai l'impression que de les avoir mis au centre, du coup, ça nous dédouane de tout. Non, mais on fait le max, ils sont au centre, regardez. Ouais, mais du coup, est-ce que tu prends vraiment le temps d'écouter ? Regardez, il y a vraiment très peu d'émissions où on entend les adolescents dire ce qu'ils ressentent. En fait, souvent, on parle pour eux. Ouais. Très souvent, c'est « Ah, mais les adolescents, ils ressentent ça, ils pensent ça, ils font ça parce que ça. » Mais en fait, c'est jamais un adolescent qui vient raconter pourquoi il fait ça, comment il le ressent. J'ai l'impression on veut se mettre à leur place, mais on n'est pas à leur place. Et puis, on les laisse même pas parler. Mais c'est ça, et puis nous, on a plus de recul aujourd'hui, donc on voit forcément les choses différemment, mais... Par exemple, je pense que tous, quand on avait 15-16 ans, on a aussi eu des moments de mal-être, des moments de solitude, mais c'est juste qu'on a du recul aujourd'hui et qu'on a pu processer ce qui nous est arrivé. Ouais. Donc on peut pas demander aux jeunes de 16 ans de comprendre ce qui leur arrive et de dire « bon, secoue-toi, ça va aller ». Ouais, secoue-toi, ça va aller, c'est une phrase, c'est une façon de culpabiliser en fait. C'est ta faute, tu te secoues pas assez. Puis ça minimise ce qui lui arrive, alors que pour lui, c'est potentiellement la fin du monde. Et même si pour nous, on se dit, mais non, ça va aller plus tard, lui, il en a pas conscience aujourd'hui que ça ira mieux. Il faut le dire, c'est horrible d'aller mal. C'est très dur. C'est pas un truc qu'on choisit et où on se dit, vraiment, c'est dans tes mains et t'as qu'à te dire que ça va mieux et puis ça ira mieux, c'est pas comme ça. C'est ça, on le contrôle pas. Il y a un truc qu'on peut se dire quand même. Pas secoue-toi ou ce genre de choses, non. Il y a un truc qu'on peut se dire, c'est que ça va passer. Ça sera pas là tout le temps, ça va passer. Et même les trucs qui passent pas, parce qu'il y en a des trucs qui passent pas. Moi, par exemple, j'ai toujours un toc de lavage de mains. Bon, voilà, ça s'est mis là, c'est très embarrassant, j'ai les mains dans un état pas possible. Bon, après tout, je vis avec, voilà, et ça fait partie de moi. Et je vais pas commencer à me culpabiliser parce que je fais ça 50 fois par jour. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'a dit aussi Nicolas Demorand dans son livre. Et lui, c'est beaucoup plus important et handicapant, sa maladie, cette bipolarité. Il est là tous les matins. Et c'est pas une question de se secouer ou pas, c'est pas ça. C'est que un moment, on apprend. C'est ça que je veux dire dans Ça passe. Un moment, on apprend à vivre avec... on apprend déjà à s'accepter, à se dire ok, je suis pas comme tout le monde et on se sent un peu inadapté, mais il y a un endroit où on peut tracer quand même, on peut tracer sa route avec et de croire en ça aide beaucoup. Et justement, à un moment, cette douleur, elle est devenue trop grande pour être contenue et tu as traversé une période particulièrement sombre qui t'a conduite jusqu'à la tentative de suicide. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé là et un peu nous aider à comprendre la détresse qui précède ce geste ? Donc j'avais cette histoire de danse, il y a une déception amoureuse en plus, quelque chose d'assez brutal. Il y avait ce climat donc, où tout le monde essayait de trouver une vérité pour soi. Il y avait cette hyper-émotivité, le sentiment aussi de... Comment dire ? D'être un peu décalé, de pas être tellement faite pour l'école, la société comme elle était, je sais pas. Un truc vraiment, j'ai l'impression de marcher... je sais pas, dans un scaphandre au milieu des autres, je sais pas comment dire. Tu trouvais pas ta place ? Ouais, je trouvais pas ma place, l'impression d'être dans un scaphandre au milieu de tout le monde, quoi. T'es la seule à porter un scaphandre, c'est lourd. Et t'avances, c'est dur, quoi, c'est lourd. Et
un soir, c'était un jour férié et puis je savais que le lendemain, il fallait retourner à l'école. Je me disais, ok, il y a ces dialogues-là d'ailleurs dans le film. Ok, demain c'est mardi. C'est pas des dialogues, c'est des trucs que j'ai retrouvés dans mon cahier parce que j'avais un cahier et je l'ai retrouvé, mon cahier de ce moment-là. Demain c'est mardi, après c'est mercredi, après il y aura jeudi, après il y aura le week-end avec le déjeuner du dimanche au secours, avec le poulet grillé tous les dimanches et les chips ou la purée qui revient tout le temps pareil. Et le sentiment que ça ne finirait jamais dans cette espèce de boucle qui tournait à vide. Et j'ai eu envie de sortir de là. Donc je me souviens très bien de la décision d'aller dans le placard et d'aller chercher des médicaments et tout ça. Et ce moment de fatigue en fait, de lassitude, de fatigue. Mais quand même, il me semble que il y a quand même toujours un petit moment de décision. Il me semble, hein, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais comme une petite bascule où on peut quand même à tous les moments dire non. Non, je vais pas faire ça. Et ça, c'est important de s'en rappeler parce que c'est rare qu'il y ait qu'une seule pensée, qu'on ait qu'une seule fois une pensée suicidaire. Si t'en as, ça revient. Mais ce truc de croire au fait qu'on peut vraiment décider que ça bascule pas. C'est une petite fraction de seconde. Non, ça va passer. Et ça, c'est une phrase qu'il faut se... Parce que, encore une fois, on a l'impression que cette boucle de vide, elle sera tout le temps là, ad vitam aeternam, et que, franchement, vous allez manquer à personne. Mais en fait, faut regarder La vie est belle, de Capra, qui raconte exactement le contraire. En fait, il veut aller se jeter d'un pont, parce qu'il a merdé, il a des problèmes d'argent, ça va couler toute sa famille, je me rappelle plus le journal dans lequel il travaille ou la banque, enfin c'est un peu flou, mais je me rappelle surtout que à ce moment où il va se jeter du pont et c'est le brouillard, ça c'est très juste parce que c'est vraiment le brouillard dans ces moments-là. Et il y a un ange qui s'appelle Clarence, qui a vraiment une tête pas du tout d'ange, j'adore ça. Il ressemble vraiment pas à un ange, à un vieux bonhomme avec un gros nez. Et il lui montre qu'est-ce que ça serait la vie sans lui. Il fait un rewind, quoi. Et il lui montre qu'est-ce que ça serait tout autour de lui sans lui. La vie, les gens qu'il a croisés, tout ça, qui serait devenu sans lui. Et c'est super beau parce qu'en fait, il se rend compte que non, il se trompe. Non seulement, comme il le pense, il pense que les gens s'en porteraient mieux s'il n'était pas là. C'est faux, mais c'est même le contraire. Il a eu énormément d'interactions et il a provoqué énormément de bien autour de lui. Mais il le voyait pas. Des fois, on s'en rend pas compte finalement qu'on ouais, est important mais ça peut et que n'importe quoi. Notre présence, en fait, elle change la vie des personnes autour de nous souvent. Mais vraiment. Mais avec des choses parfois très simples en fait. Moi, je vous dis, voilà, c'est une phrase que j'ai entendue d'un acteur et ça m'a changé la vie. Quand on veut chercher des mains tendues, on les trouve. Mais je pense que quand on va très mal, en fait, on est plus apte à recevoir... On se met dans une bulle et je sais pas si on est apte à entendre... Jusqu'au moment où aussi. Jusqu'au moment où aussi. Et franchement, le monologue là, de Victor Lanoux, le film s'appelle Une femme à sa fenêtre. Ouh, je me suis dit, bah dis donc, j'ai entendu... Enfin, le film est... Voilà, et c'est vraiment pas le meilleur de Romy Schneider. Puis je me dis, mais c'est incroyable quand même, au milieu de cette espèce de discours sur le marxisme... Cette phrase au milieu de ça, je l'ai chopée, quoi. À 14 ans, quand on veut choper, on chope. Et il faut faire confiance, oui, t'as raison, de le dire à ça, au fait que pendant longtemps, tu chopes pas. Et puis à un moment, ça y est, tu chopes le truc qui va te sortir de là. Et là, tu t'y accroches, mais bien fermement. Et est-ce que t'en avais parlé avant de passer à l'acte? Ou est-ce qu'il y avait des signaux que autour de toi, peut-être, les personnes n'ont pas su voir ou est-ce que vraiment, ça s'est fait et... Rien ne laissait présager que ça pouvait arriver. Non, j'en ai pas du tout parlé. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, quand j'avais 13 ans, donc ce moment-là, j'avais 14 ans. Quand j'avais 13 ans, j'avais déjà été hospitalisée. Et j'arrivais plus à respirer. Et c'était complètement somatique.
Mais je ne respirais plus et il a fallu mettre un truc d'oxygénation pendant, je sais plus, une semaine. Parce que je respirais plus, je coupais ma respiration, mais je le faisais même pas exprès. C'était un truc somatique d'angoisse, en fait. Ah, c'est fou. Ouais. Des fois, le mental, c'est assez fou, tout ce que ça peut engendrer. Un peu comme les douleurs fantômes, les choses comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Et il y en a d'ailleurs dans le film. Oui, je voulais pas trop spoiler, mais ça me fait penser au petit garçon. Le petit garçon qui a cette douleur fantôme. Ouais. Exactement. Alors, pour tout ce qui est le groupe, parce que donc j'ai travaillé donc avec des enfants, tout ça allait bien. Hein, j'ai choisi, j'en ai parlé au professeur Marie-Rose Moreau de la Maison de Solène. Hors de question de prendre des enfants qui sortiraient d'un hôpital, qui seraient un peu même encore fragilisés ou non. Et la plupart n'étaient pas acteurs, donc j'ai fait bien attention à eux. Tout ce petit groupe, il a vraiment existé. C'était vraiment des personnalités que j'ai côtoyées à ce moment-là, sauf une. Ce petit garçon avec cette douleur fantôme, ça c'est quelque chose que m'avait raconté le professeur Marie-Rose Moreau quand j'ai été faire des ateliers d'écriture à la Maison de Solène. Et ça m'avait touchée, sans doute pour cette raison que ça correspondait aussi à la façon dont moi j'avais coupé ma respiration, quoi. C'est fou. Ouais. Et comment tes proches ont réagi à cette tentative de suicide ? Comment ils ont réagi ? Ils étaient dépassés. Je pense qu'ils ont culpabilisé, mais au-delà de la culpabilité, je me souviens que c'est comme si je les avais rendus encore plus fragiles, et ils étaient déjà très fragiles. Donc moi, ça m'a fait culpabiliser de les voir fragiles aussi, de les voir fragilisés. Oui, j'aurais aimé ne pas avoir le sentiment de les avoir enfoncés un peu plus. Mais il y a eu des beaux moments. Comme je décris dans le film avec la visite à un moment donné de ma mère. Il y a eu des jolis moments et des moments de... Ouais, c'était aussi une prise de conscience et je dis pas du tout qu'il faille en passer par là pour avoir des prises de conscience avec ses parents et les rencontrer enfin, qu'ils vous regardent enfin pour que... Non. Mais c'est vrai que heureusement quand même qu'il y a eu ces moments-là qui m'ont aidée pour la sortie parce que c'est très paradoxal et ça je le raconte aussi dans le film. On n'a vraiment pas du tout envie d'être là. Tellement pas envie d'être dans un service de pédopsie, c'est vraiment pas le lieu. On se dit pas, tiens, je vais me sentir en sécurité là. On se dit même pas ça, on n'a pas envie d'y être. Mais sortir, c'est fragilisant aussi. Qu'est-ce qui m'attend dehors ? Et c'est pour ça que des moments comme un peu lumineux, comme ceux que je raconte dans le film, sont hyper importants. Et justement, comme on l'a dit, après ta tentative, tu as été... alors, tu dis pas hospitalisée, tu dis internée en psychiatrie. Oui. Ce mot, il fait peur parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est rempli de clichés. Oui. Et en fait, c'est l'inconnu. C'est souvent des films qui font un peu peur. Voilà, on n'en a pas une image très douce. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti quand tu t'es réveillée à l'hôpital ? Oui, alors je veux dire qu'en fait, il n'y a pas de film sur la pédopsychiatrie. Il n'y a jamais eu de film sur ce service-là. Il y a des documentaires... mais il n'y en a pas sinon. Donc effectivement, c'est incroyable d'ailleurs de se dire quand même, enfin même le cinéma américain, je ne sais pas combien il y a de cinéma américain depuis la création des films américains, il n'y a pas de film. Il y a Une vie volée avec Winona Ryder qui parle de jeunes adultes, comme je disais, mais sinon c'est tout quoi. Oui, ou c'est des films d'horreur. Des films d'horreur, non, c'est pour les enfants, non. Non, il y a des services mais je parle de pédopsie. Oui, c'est vrai que non, pour les enfants... Il n'y en a pas. Il y a une web-série qui a été vue de façon assez confidentielle. Il y a des documentaires, mais c'est tout. Voilà, et ça, c'est très important pour... je parlais de la sortie de l'hôpital, pour déstigmatiser et pour donner un outil pour que les jeunes qui sortent de ces lieux-là puissent en parler. Parce que si ça n'existe pas nulle part et que c'est blindé, comme tu le dis très justement, de clichés, c'est vachement compliqué d'en parler, quoi. Moi, j'ai eu honte pendant des années, j'en ai pas parlé pendant des années, parce que tout de suite, oui, ça fait peur, on voit des camisoles, on voit... Voilà, et c'est pour ça que moi, j'ai voulu que le film soit lumineux aussi pour ça. J'ai pas montré
À mon époque, il y avait beaucoup de contention, des piqûres, des enfants isolés. Dans les années 80, c'était vraiment comme ça. Les médicaments qui abrutissaient énormément. J'ai été très, très soft avec ça parce que je voulais vraiment aller dans le sens de cette déstigmatisation. Les enfants qui sont là sont des enfants normaux. C'est juste qu'ils traversent ces grosses vagues. Et avec notre regard, aidons-les à sortir de là sans qu'ils aient à baisser les yeux, justement. Et par contre, le son off du film, là, je l'ai tourné à la Salpêtrière, dans des services de pédopsychiatrie de la Salpêtrière. Et c'est un peu ce son véridique, quoi. C'est un peu l'inconscient du film. On dit que le son off d'un film, c'est son inconscient. C'est un peu, voilà, qui fait que beaucoup de gens qui ont vu le film et qui me parlent, qui viennent beaucoup me parler à la fin des projections. D'abord, ça leur fait du bien. Et ensuite, ils me disent, c'est exactement ça. Et pourtant, ça s'appelle Les Rêveurs. J'ai voulu faire des images très belles, enfin quelque chose d'assez cinématographique. C'est pas du tout un documentaire, mais dans les sensations, je crois que même si j'essaie qu'elles soient le plus douces possible, dans les sensations, on retrouve, en tout cas les gens s'y reconnaissent et ça me touche énormément. Pour les parents, ça doit être hyper rassurant de voir ça parce que je pense que quand notre enfant va mal, après j'ai pas d'enfant, donc je suis peut-être pas la meilleure pour en parler, mais je me dis on doit avoir peur aussi de mettre son enfant dans un établissement comme ça. Alors ça, je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. C'est l'énorme disparité territoriale. C'est une injustice, mais moi, ça me rend dingue. Parce que maintenant, on sait faire. On sait qu'il faut que l'enfant puisse s'exprimer dès qu'il va mieux sur ce passage à l'acte. On sait que l'art-thérapie, ça marche. On sait que l'amitié est un levier hyper puissant. Laissons les enfants dans le service se soutenir les uns les autres, se parler, vivre ensemble, se danser, se soutenir encore une fois autant que possible. On sait que de sortir, de faire des allers-retours, parfois de revenir seulement le week-end ou l'inverse, d'aller dans sa famille le week-end, on sait que ça marche aussi. On sait que s'il n'y a pas assez de place, malheureusement, et là je vais y revenir, des SMS, c'est professeur Marie-Rose Moreau qui m'a dit ça, on sait que suivre l'enfant avec des SMS, lui demander comment il va régulièrement, avoir ce lien-là, ce contact-là, pas le laisser tout seul repartir, on sait que ça marche. Mais ça demande du temps et des moyens humains, moyens financiers et moyens humains. Et il y a même des endroits, des régions entières en France où il n'y a rien. Mais rien. Même pas de psy qu'on peut consulter dans le privé, pas de pédopsychiatre, pas de formation pour des pédopsychiatres, pas de maison des adolescents, pas de centre de soutien pour les enfants. Là, je suis très fière parce que le jour de la sortie, il y a un merveilleux centre de soutien dont je suis la marraine, créé par Céline Gréco, qui est professeur, chercheur à Necker pour traiter la douleur des enfants et des adolescents. Ce centre, il va recevoir les enfants de l'aide sociale à l'enfance et leur permettre justement d'avoir des soins, d'avoir un accès aux soins psychologiques, mais aussi dentaires, de santé, faire des bilans et les suivre au long cours. Donc il y a des personnes formidables. Je ne veux pas être trop sombre, je veux vraiment dire qu'il y a des gens qui se battent et qui sont là pour faire avancer les choses. Elle va en ouvrir plein des centres comme ça, si on arrive à récolter les fonds, et c'est que des fonds privés, vous voyez. Donc bon. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on sait faire, on sait faire, mais pas partout. Et il y a même des lieux, on dirait que c'est encore les années 80. Et ça, c'est insupportable. Il faut que tous les enfants qui soient dans des services de pédopsie puissent avoir accès à l'art-thérapie, puissent avoir cette écoute, et non pas se sentir malmenés comme ils peuvent l'être. Aussi, je tiens à le dire, parce que il y a un manque de personnel tel que les soignants sont mis sous pression, et ça, c'est pas normal. Il y a un manque de pédopsychiatres criant dans les formations, en fait, pour les médecins, les jeunes médecins. Tout en haut, on a la chirurgie esthétique dans les spécialités choisies, l'orthodontie en deuxième, et tout en bas, la pédopsychiatrie. Oui, mais parce que la chirurgie esthétique paye mieux aussi que... Il n'y a pas assez de moyens. Et pourtant,
90% des psychiatres qui sont interrogés sur est-ce que vous rechoisiriez cette spécialité aujourd'hui, 90% disent oui. C'est dire si c'est un métier valorisant et important. Tellement important aujourd'hui parce qu'on est dans un moment... on pourra pas, c'est comme un bateau, enlever l'eau du bateau et écoper comme ça. Les soignants, ils en peuvent plus. Et puis les parents aussi, qu'est-ce qui se passe quand votre enfant va mal et que vous faites la démarche avec lui d'aller dans un centre, une maison des adolescents, et on vous dit reviens dans 6 mois, voire dans 1 an, voire dans certains endroits 2. Ça n'a aucun sens. C'est de la non-assistance à personne en danger. Mais en fait, j'ai l'impression que la parole s'est beaucoup libérée, un peu comme il y a quelques années avec MeToo. Mais en fait, aujourd'hui, on n'est pas apte encore à absorber toutes ces paroles et tout ce qu'il y a derrière, finalement, toutes ces personnes qui disent « bah oui, en effet, moi, je vais mal ». Absolument. Alors, le gouvernement a lancé une opération très intéressante de formation de premiers secours psy. Oui. Il y a 250 000 secouristes maintenant en France et ils veulent l'étendre aux adolescents. Mais ça pose question, ça aussi, quand même, parce que, du coup, tu vas être formé en premier secours psy, tu vas détecter quelqu'un qui va pas bien, tu vas aller lui parler, tu vas faire ce qu'il faut pour ses premiers secours, qui sont bien des premiers secours. Après, où tu vas l'adresser s'il n'y a pas de place? C'est presque contre-productif, en fait. C'est oui, parce qu'il y a des personnes susciter de l'espoir pour rien. Et après, heureusement, il y a beaucoup d'associations aussi qui prennent quand même le relais aujourd'hui. Oui, bien sûr, et des associations mais aussi de père aidance, comme la Maison Perchée. Tout de même, c'est incroyable de se dire qu'on est l'année de la santé mentale, qu'il y a une feuille de route qui a été votée, sans budget. Et pour revenir un peu à ton quotidien en hôpital psy, à quoi ça ressemble une journée en hôpital psychiatrique? Alors, c'est dommage, j'aurais dû apporter mon cahier de quand j'avais 14 ans, où je notais tout ça. Oui. Je me rappelle qu'on se levait pas si tôt que ça, genre vers 8h, c'est ça. On allait petit déjeuner. Après, il y avait ce qu'on appelait la ronde de la Gestapo à l'époque. Et ils venaient pour échanger 2 mots et ajuster le traitement. Ensuite, on avait des cours avec un professeur. Moi, j'en avais un qui sentait l'ail, c'était l'enfer. Après, on déjeunait très tôt, vers 11h, 11h30. Après, on retournait dans nos chambres. Il n'y avait aucune activité. J'ai eu une en 4 semaines. J'ai eu 4-5 semaines. Je ne me rappelle plus en fait de combien de semaines, mais 4-5 semaines. J'ai eu un cours d'atelier de cuisine et c'est tout. À mon arrivée, quasiment. Et c'est tout. Et justement, on n'a pas dit combien de temps tu y es restais Oui, c'est ça, 4 semaines et demie, je crois, un truc comme ça. Ok, d'accord. Après, le temps est assez flou. Il paraît long, et ça, le j'ai temps. Pas noté les vraies dates. J'ai pas noté de date dans mon cahier. Donc, c'était quand même il y a 40 ans. Donc, il me semble que c'est dans ces eaux-là. Après, on s'ennuie. On est surveillé tout le temps parce que c'est des vitres. Toutes les chambres ont des vitres partout. On se voit entre nous, on discute entre nous, mais voilà, il faut attendre en gros le bain qui est à 17h. Il y avait un bain. Ça m'a toujours semblé étrange. Il fallait laisser la porte ouverte. Et ensuite, on mange à 18h. Et c'est marrant, j'emploie le présent. L'autre jour, on a... J'ai l'impression que tu y es là et que tu es en train de me dire tout ce que tu vois, tout ce que tu fais. Le film aussi, c'est à moitié des images, des souvenirs, et à moitié le film qui se mélange. Mais c'était très touchant. Là, hier, j'ai fait une avant-première à Pessac. Et il y avait une jeune femme qui a dit qu'elle avait été internée quand elle avait 11 ans. Et elle a dit quelque chose de très émouvant. Elle a dit qu'elle s'en était sortie, qu'elle allait bien maintenant, mais qu'il y avait toujours une petite part d'elle là-bas. Et je comprends ce qu'elle veut dire. Tu ressens la même chose? Ouais, je dirais pas ça. Là, c'est parce que je travaille... je travaillais beaucoup sur ce sujet, que je rencontre beaucoup parce que le sujet me passionne, en fait. Beaucoup de pédopsychiatres, que je continue à en rencontrer, que ce film, pour moi, il y a un outil pour en parler, donc j'en parle beaucoup.
Mais avant ça, avant de réveiller tout ça, est-ce que y a toujours une petite partie de soi qui est là-bas? Ouais, sans doute. Et tout à l'heure, on parlait du moment de la sortie, qui est un moment quand même qui peut faire peur aussi. Comment, toi, tu appréhendais ce retour à la vraie vie et comment tu l'as vécu? J'avais peur. J'avais qu'une envie, c'était de sortir et en même temps, j'avais peur. Et je m'accrochais beaucoup à mon frère qui faisait de la musique, à mon petit frère aussi qui figure pas dans le film, mais qui était un vrai soutien. C'était surtout l'école. Le retour à l'école, encore une fois, c'était une autre époque. On parlait absolument pas de ça. Et je me souviens très bien, et d'ailleurs je l'ai relu dans mon cahier, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens bien, que j'avais maigri, beaucoup maigri, et que tout le monde me demandait « Ah, mais pourquoi t'as maigri? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je savais pas quoi dire. Et oui. Oui, parce qu'à l'époque, c'était hyper gênant de dire. Et ouais, donc, et puis j'avais pas réfléchi, je manquais d'à-propos, j'avais pas réfléchi à quoi dire. Et donc, je souriais et je partais, quoi. Donc, c'était pire que tout. Et ça, c'était compliqué. Après, évidemment, ils ont oublié, ils ont arrêté de me poser des questions. J'en avais parlé qu'à ma meilleure amie à l'époque. Et même là, c'était compliqué parce que voilà, comme il n'y avait pas de représentation et pas de film, j'aurais pu lui montrer le film et lui dire, bah, tu vois, c'était un peu comme ça, ou non, c'était différent, un objet qui puisse permettre d'en discuter. Là, il n'y en avait pas, et donc, tout ce que je lui disais, elle me regardait, je sentais qu'elle ne voyait pas de quoi je parlais, on n'était plus pareil, quoi. Ça m'avait énormément fait mûrir. Il y avait une partie de moi où je restais avec les enfants que j'avais côtoyés, surtout, où il y avait beaucoup d'amitié entre nous, donc... Puis vous vous compreniez aussi. Ouais, c'est ça, exactement. On était, on était dans le même lieu. Il y a une connexion, voilà, ouais. Exactement, on n'est pas seul. Ça, c'est un bienfait, c'est vrai, de voir qu'il y a d'autres enfants qui vivent pas les mêmes choses, hein, c'est jamais la même chose, mais il y a une sororité, une fraternité, quoi. Et c'est de ça, d'ailleurs, que découle finalement la pérédance. Est-ce que tu Absolument. saurais nous en dire un peu plus pour ceux qui connaissent pas ce système de pérédance? La pérédance, c'est quand vous avez traversé une expérience et que vous faites face à quelqu'un qui est encore dedans. Peut-être que vous avez des mots, j'ai même envie de dire au-delà des mots, vous comprenez. Il y a quelque chose qui se tisse, qui se lie, qui donne de l'espoir à celui qui espère trouver des solutions. Vous savez en donner, en fait. Vous savez les transmettre. En tout cas, vous espérez. Et oui, il me semble que vous savez les transmettre. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le professeur Franck Bellivier, que j'ai rencontré. Le professeur Marie-Rose Moreau aussi m'avait dit la même chose, que ce film, c'était un film de pérédance. Et moi, je connaissais pas ce terme-là. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est le meilleur exemple. C'est une scène que j'ai vraiment vécue à la Maison de Solène et qui est dans la bande-annonce du film. J'ai donné des ateliers d'écriture donc à la Maison de Solène. Tous les enfants étaient comme ça, les poings fermés. Il y avait une jeune fille qui voulait pas participer, tout ça. Et au moment où j'ai dit, vous savez, moi aussi, j'ai été dans un endroit comme le vôtre quand j'avais votre âge. Et là, tu vois les visages qui se lèvent, une curiosité, tiens, ça les intéresse. Et puis là, on a commencé l'atelier et c'est génial ce qu'on a pu créer ensemble. Et je pense que cette parole-là, elle est comme un déclic, quoi, de... Ok, on est au même étage, quoi. On est au même niveau, on peut se parler la même langue, on sera pas jugé. Et peut-être qu'on se livre plus facilement aussi, on a peut-être moins honte aussi de raconter... Ouais, je pense, c'est difficile de dire pourquoi il y a ça qui s'installe, hein, mais... Ouais, c'est... La surprise aussi, parce que... peut-être il n'y a pas tant d'adultes que ça qui s'expriment comme ça, aussi qui parlent... Enfin, maintenant, ça y est, ça vient avec justement cette année de la santé mentale, ça a beaucoup changé. Et c'est tant mieux de pouvoir en parler et de dire non, mais t'es pas seul. Et même si les adultes, parfois, t'as l'impression qu'ils te jugent, il y en a plein qui ont traversé la même chose que toi et qui jusque maintenant se sont tus. Arrêtez de vous taire et partagez cette expérience parce que c'est dur de se sentir tout seul avec son mal-être et de dire que ouais,
on est coupable de ça, qu'on on n'est pas suffisamment résilient. Ce mot qui est super beau, il est beau ce mot de résilience. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme une injonction. Comment? Mais t'es pas résilient? Mais dis donc, sois un petit peu plus résilient, un petit peu plus vite, quoi. Il serait temps que tu sois résilient. Et en fait, c'est bien pratique pour la société, ce truc de résilience. C'est un peu l'idée que faut se dépêcher d'être résilient pour continuer à être bien productif. Et est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui a un proche qui souffre et qui se sent impuissant face à la situation? Déjà, oui, éviter toutes les phrases culpabilisantes. Ne pas s'enfoncer lui-même. Ne pas montrer que... Je sais que c'est difficile, hein, mais ne pas montrer... comment dire? Ce qu'il faut pas, c'est que la personne qui a un passage à l'acte en tête, qui a des pensées suicidaires, se dise « Mon entourage se portera mieux sans moi ». Et donc, il faut tout faire pour montrer le contraire, en fait. Montrer que non, vraiment, je me sentirais tellement pas bien sans toi. Je peux pas vivre sans toi et t'es mon bonheur principal, t'es ma joie, et même si tu traverses ça maintenant et que c'est difficile, la joie, elle va revenir. Et au-delà de ça, tout ce qu'on a encore à partager ensemble, c'est ça qui doit nous encourager et pas ne nous laissons pas enterrer là-dedans, quoi, dans ce parpaing, ce brouillard dans lequel on vit. Mais voyons, faut l'aider en fait à se fixer un but, à avoir. Et puis je pense que oui, l'art-thérapie c'est vraiment très porteur, comme le sport ou comme. Et puis sortir, aller voir. C'est difficile de sortir des fois. On a envie de rester dans son nid, dans sa bulle et de se laisser un peu enterrer, quoi, un peu ne plus être là. On peut ne plus être là avec des médicaments, mais on peut ne plus être là aussi, même en étant là. Et comment réveiller la petite flamme? Comment reprendre le cours de la vie, quoi? Mais je pense que c'est ça, c'est en montrant à la personne à quel point... Elle est importante. Et à quel point la vie serait... vraiment trop dur sans elle et n'aurait pas du tout la même saveur, n'aurait pas le même éclat, même quand il va mal. Et j'en profite justement pour rappeler que si vous traversez une période difficile ou que vous avez des idées suicidaires... 31-14. Exactement. Il existe le 31-14 qui est la ligne nationale de prévention du suicide. Ouais. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler. Il faut en parler surtout. Faut en parler. Et j'ai envie de dire aussi pourquoi c'est beaucoup les jeunes filles et plus que les garçons. Et c'est le professeur Marie-Rose Moreau qui a soulevé cette question-là. Outre les réseaux sociaux, l'injonction physique qui est plus forte pour les filles et le harcèlement parfois par rapport à ça qui est plus fort pour les filles. Il y a évidemment les violences sexuelles et sexistes qui touchent davantage les jeunes filles. Mais il y a aussi le fait qu'un garçon qui dit qu'il va mal, on l'écoute, on le prend au sérieux, la plupart du temps. Et une jeune fille qui dit qu'elle va mal, c'est une drama queen, c'est ses règles, c'est parce qu'elle pleure tout le temps, c'est comme les filles, ça pleure, c'est les hormones, ça va passer. Non, c'est... prendre au sérieux les filles autant que les garçons et écouter et prendre au sérieux oui, quand un enfant dit qu'il va mal, un enfant dit que il préférait ne plus être là, faut vraiment l'entendre et agir tout de suite. Aller voir un psy tout de suite, trouver le bon psy, ça c'est pas de la tarte aux fraises, un psy disponible. Et le bon psy, c'est quoi? Le bon psy, c'est celui avec lequel l'enfant se sentira à l'aise. Évidemment, peut-être il n'aura pas envie d'y aller et il faudra se battre. Mais à un moment donné, ça doit quand même s'enclencher. Et on voit bien la confiance qui circule ou pas. S'il n'y a pas de confiance qui circule, faut chercher ailleurs. Oui, je trouve que c'est bien de rappeler qu'on ne trouve pas toujours le bon psy du premier coup et que c'est pas un échec. Des fois, il faut en faire 3-4 avant de trouver celui qui nous correspond. Et c'est vrai que des fois... qu'il y ait des psys, quoi. C'est ça qui est... Oui. Moi, qui c'est navrant parce que...
Mais si on a la possibilité, oui, de chercher vraiment quelqu'un avec qui on se sent juste en confiance, en fait, avec qui on peut se sentir soi-même. T'as pas envie de parler ce jour-là, tu parles pas. T'as envie de lui dire un truc, tu te dis, est-ce que je peux lui dire ça? Non, te pose pas la question, vas-y, dis-le. Et si tu te poses trop la question, si t'as peur de le blesser, ou si t'as peur qu'il t'écoute pas, ou qu'il se moque de toi, bah, c'est que c'est pas le bon. Il faut quelqu'un qui soit capable d'entendre absolument tout. Après une telle épreuve, finalement, on doit un peu réapprendre à vivre. Comment s'est passée la reconstruction pour toi? Et est-ce que tu as été suivie par des professionnels même après l'hôpital psy? Ouais, mais justement, c'était pas tip-top. D'accord. Donc voilà, par contre, après, beaucoup plus tard, j'ai trouvé une psy formidable. Et elle m'a re-sauvé la vie. Une deuxième fois? Oui. À quel moment tu as senti que tu étais en train de guérir? Ou tu t'es dit, ah là, je sens que je vais mieux? Bah, dès le premier cours de théâtre, je t'ai dit, j'ai fait ouf, quoi. Vraiment. Mais moi, je me suis sentie... Parce qu'après, c'est pas si magique que ça. Il faut pas penser que... Quand je dis ne t'inquiète pas, ça passe, que ça va passer... Non, c'est long. Mais c'est pas grave que ce soit long, ça vaut tellement le coup. Et justement, est-ce que tu as eu des rechutes? Parce que oui. Des fois, on peut culpabiliser en se disant, ben voilà, je suis pas guérie, en fait. Oui. Alors que non, ça veut pas forcément dire ça. Oui, j'ai eu des rechutes et c'est vraiment le théâtre qui m'a tenue, la fiction en général, me plonger dans des livres, me plonger dans des films aussi comme spectatrice, vibrer avec des acteurs et des actrices au théâtre, et puis jouer moi-même. Et puis cette psy qui m'a vraiment beaucoup soutenue. J'avais une question, comment tu prends soin de toi aujourd'hui au quotidien? Je prends pas assez soin de moi. Je prends pas du tout assez soin de moi et je suis tellement passionnée par ce que je fais que j'ai tellement d'appétit de vivre aujourd'hui en fait. Et j'ai tellement envie de, peut-être trop, de remplir tout ça parce que je suis tellement reconnaissante de tout ce que ça m'apporte, de jouer, d'écrire, de réaliser ce film, que je bouffe la vie, quoi. Donc je prends pas soin de moi et je devrais prendre beaucoup plus soin de moi. Mais et est-ce que d'aider les autres aujourd'hui comme tu le fais, ça nourrit pas aussi le fait de prendre soin de toi parce que ça te fait un bien fou finalement? Complètement. Là, tout à l'heure, juste avant de venir pour te rencontrer, j'ai été visiter cette maison, ce centre d'appui pour l'enfance. Ce qu'en a fait Céline Gréco, c'est admirable. C'est beau. Un endroit beau, joyeux, lumineux. Il y a un toboggan entre les étages pour les enfants. Il y a des cabanes, il y a des peintures partout. De faire un centre d'appui à l'enfance comme ça, de soins, un centre de soins comme celui-là, mais ça devrait tellement être partout. Et de visiter ça, mais moi je suis reboostée, même si je suis malade comme un chien, là, vous l'entendez, c'est pas grave. Je veux dire, je suis reboostée, là je suis repartie comme en l'an 40, là. Et si tu pouvais parler à la Isabelle adolescente, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais ça, tu vois, ne t'inquiète pas, ça passe. Ça va passer. Tout ira bien. Ça va passer, tout ira pas bien, il y aura encore des épreuves, il y aura des hauts et des bas, il y aura des moments qui seront super compliqués encore. Mais tu te relèveras. Mais ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Parce que si on n'avait pas les bonnes lunettes, quoi. Tu vois pas ce truc-là. Tu vois pas tout ce que tu peux apporter, tout ce que tu peux ressentir. Des bonheurs simples. Tu les vois pas parce que t'es empêtré, empêché, et c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est comme ça. Il y a quand même à retrousser ses manches, quand même, parce que ça passe pas tout seul. Et à faire un vrai travail sur soi et à trouver les bonnes personnes pour vous aider. Mais en étant acharné, en étant conscient que ce travail-là, quand on l'a accompli, ça vaut vraiment tellement le coup. Oui, vraiment, ça vaut la peine. Et même si ça semble long, c'est pas grave. Ça fait partie des pertes et profits. Et peut-être aussi toujours en parler, même si on a un peu honte, finalement, d'en parler, tout à coup, évidemment, ça fait retomber le soufflet. Évidemment, en parler, et même si parfois vous avez des oreilles sourdes autour de vous,
il y en a bien une qui va capter, quoi. Donc, en parler... Parfois, on a envie de dire, mais ouais, mais il faut trouver la bonne personne pour en parler. Et alors, on l'attend, cette personne, elle vient pas. Moi, je pense que faut pas hésiter, même si tu te dis, c'est pas tout à fait ça, là. Je suis pas sûre que cette personne saura m'aider. Essaye. Essaye et... On peut être surpris. Et on peut être surpris, ouais. On peut être surpris. Il y a quand même des gens chouettes, quoi, dans ce monde. Il y a quand même des gens qui ont envie de... qui sont pas là juste pour leurs pommes, franchement. Ben, merci beaucoup Isabelle pour cet échange ultra enrichissant. Merci. On va terminer avec le traditionnel blind test feeling. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais un livre ou un film qui t'inspire? Ah, alors, un film, je l'ai dit, La vie est belle, de Capra. Un livre, j'ai envie de rester dans la même thématique que Ma joie demeure, de Giono. C'est une très belle histoire dans une vallée en Provence. Tous les villageois, enfin pas les villageois, les habitants de cette vallée, les fermiers de cette vallée, sont un peu fâchés les uns avec les autres. Chacun est hyper seul dans sa ferme. Et il y a un étranger qui arrive, un soir de ciel étoilé. Il arrive et c'est cet étranger qui va réussir à retisser du lien entre les gens. Et il va le faire avec plusieurs façons, mais dont une qui est très jolie, en ramenant plein d'animaux dans cette vallée. Et c'est un très, très, très beau livre de Giono. Ouais, ça a l'air d'être une belle histoire. Oui. Un petit plaisir simple qui te fait du bien. Ah, le chocolat. Le chocolat aux noisettes de préférence, très sucré. Ah, je comprends. La dernière fois que tu as pleuré? Hier, en jouant. J'ai joué une pièce qui s'appelle Un pas de côté au bien nommé Théâtre de la Renaissance, qui est d'ailleurs le théâtre qui clôt la dernière image des Rêveurs de mon film. Et j'ai pleuré parce que mon personnage est très ému à la fin. Et moi, j'aime bien pleurer au théâtre. J'aime bien pleurer quand je joue. Ça me purge, encore une fois. C'est vraiment là que j'ai trouvé un endroit où mettre mes émotions. Donc j'en profite. J'ai bien pleuré hier soir. Et la dernière fois que tu as été très heureuse? Ah, tout à l'heure, en visitant ce centre d'appui à l'enfance. Et pour terminer, une musique qui te met de bonne humeur? Une musique qui me met de bonne humeur, la musique de mon frère. C'est lui qui a composé la musique du film. Ah, génial. Et il est hyper doué. C'était en fait le musicien du groupe Lilicube Voyage en Italie. Il a fait les paroles pour des gens aussi chouettes que Imani, Françoise Hardy et même le grand Johnny Hallyday. Il a travaillé avec Stromae aussi. Et il n'avait jamais fait de musique de film. Et voilà, il a fait un travail extraordinaire. Et là, on est en train de travailler sur la BO du film. Et donc, tout à l'heure, j'ai entendu ces musiques. Et ça me met vraiment de bonne humeur. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous.